Camille a avoué avoir tué un de ses amis, Théo, 23 ans, après une soirée en tête-à-tête passée chez elle. Elle lui aurait planté un couteau dans le ventre avant de l'étrangler avec la cordelette d'une de ses jupes. Comment cette jeune fille de tout juste 18 ans, inconnue des services de police, aurait-elle basculé dans cette violence meurtrière? Début novembre, Camille et Théo, tous deux originaires de Franche-Comté, font connaissance sur les réseaux sociaux. Le jeune homme de 23 ans, peintre en bâtiment, vit encore ici à Besançon chez ses parents. Théo est vite fasciné par cette jeune fille libre, indépendante et très sociable. Grâce à elle, il semble même se décoincer un peu. Le week-end suivant, Théo et Camille se retrouvent dans cette boîte de nuit. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et après, à un moment, il parlait à une fille, la fille, elle l'a embrassé comme ça. Je sais même pas s'il était consentant. Et de là, en fait, Camille a vu, parce que c'est vrai qu'une boîte, c'est petit, tout le monde se voit. Elle l'a bloqué de partout. Théo est accro. Alors, quand une semaine plus tard, Camille reprend contact avec lui, il est aux anges. Il s'excuse auprès d'elle de son incartade. C'était une erreur. J'avais le coup de foudre pour toi. Elle lui répond « Tu veux te faire pardonner ?» et l'invite le soir même chez elle. Lundi 29 novembre, le cœur battant, Théo se rend à Oiselay, à une demi-heure de Besançon. C'est là que vit Camille, dans un studio, à l'étage de cette maison. Pendant la soirée, Théo échange des textos avec Cécile et Pauline, une autre de ses amies. Il dit à Pauline qu'ils sont différents, et moi, il me dit que ça ne fonctionnera pas avec elle. Ce sera le dernier message. Le lendemain matin, Cécile essaye en vain de le joindre. Elle tombe inlassablement sur la messagerie. Théo ne s'est pas rendu au travail, sa voiture, elle aussi, a disparu. Cécile, inquiète, contacte Camille. Elle dit non, c'est super bien passé. Après, là, elle commence à dire qu'ils ont couché ensemble, qu'ils ont mangé une pizza, qu'après ils se sont posés, ils ont regardé des films, des trucs comme ça. On se dit, ouais, c'est bizarre. Là, c'est vrai qu'on pose vraiment sur un accident. À leur tour, David et Marine appellent Camille. David la connaît bien, il a fait de l'équitation avec elle. Il lui met la pression en évoquant l'hypothèse d'un suicide amoureux. Il enregistre la conversation. Non mais il s'est pas suicidé, je pense pas, j'espère pas. Et moi je veux pas d'emmerde, attends, il est venu chez moi, il est reparti. Même si c'est suicidé à cause de moi, il y a des preuves que c'est à cause de moi, ou j'en sais rien, mais genre... David et Marine sont surpris par la réaction de Camille, à la fois détachée et sur la défensive. Ils commencent à avoir des doutes et se rendent chez elle. Elle n'est pas là. Elle a laissé un mot sur la porte en disant qu'elle rentrerait 15 jours plus tard. Le mercredi, la mère de Théo se rend au commissariat pour signaler la disparition de son fils. Le téléphone portable n'est plus actif depuis 6h05 le 30 novembre. La carte bancaire, elle, est très active dès 8h du matin le 30 novembre. Il y a un retrait dans une station-service et puis des divers achats qui vont être pratiqués durant les jours suivants. Les enquêteurs repèrent notamment un retrait de 600 € effectué à un distributeur. Ils exploitent la vidéosurveillance de la banque et présentent les clichés à Marine et David. Et moi j'ai reconnu sa veste. À Camille, quoi. À Camille, que j'ai vu souvent quand elle montait à cheval. Tout de suite, le policier, il a dit, elle, il y a un hic, il y a un truc. Puis du coup, quelques heures après, ils sont allés perquisitionner chez elle. Ils découvrent alors le corps de Théo, emballé dans des sacs plastiques, les mains ficelées dans le dos. Camille est placée en garde à vue. Elle va tout de suite avouer lui avoir d'abord asséné un coup de couteau dans le ventre, avant de l'étrangler avec la cordelette de sa jupe. Camille avance immobile. Elle aurait été victime d'une tentative d'agression sexuelle de la part de Théo. Elle raconte qu'ils se sont endormis dans le même lit, tout habillés, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée vers 4h du matin par les caresses du jeune homme, qu'elle aurait repoussé immédiatement. Les mots de Camille, c'est « j'ai dit non ».
J'ai dit non. Il ne l'a pas entendu. Il continuait. Oh, alors ça, moi, j'ai un peu ricané, j'ai rigolé, mais c'est pas possible, c'est impossible. Impossible. Il est tout timide, et c'est vraiment s'il n'ose pas dire bonjour en faisant la bise, quoi. Pour l'avocat des parents de Théo, maître Christophe Bernard, la scène, décrite par Camille, fait davantage penser à une exécution qu'à une riposte à la suite d'une agression sexuelle. Après le coup de couteau donné et que Théo est agenouillé devant la fenêtre, elle va aller dans la chambre pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Et là, sa décision, c'est, entre guillemets, il faut le finir. On sait, au vu du fait qu'elle ait laissé les marques de ses chaussures dans le dos de Théo, qu'elle a mis des chaussures. Et pourquoi met-elle les chaussures? Eh bien parce qu'elle a pensé qu'elle aurait plus de force par derrière, en lui faisant le nœud coulant, etc., pour le tuer. Une scène un peu diabolique. Camille aurait-elle tué pour se défendre d'une agression sexuelle? Ou y aurait-il un autre mobile, crapuleux? Le jour du drame, elle cherche à tout prix à se faire prêter une voiture. C'est après le refus d'un premier ami qu'elle aurait repris contact avec Théo en lui envoyant des textos. Tu veux te faire pardonner? En garde à vue, Camille aurait évoqué ses pigeons, ces hommes qu'elle dit utiliser quand elle en a besoin. Théo aurait-il été le dernier de la liste? En tout cas, elle ne semble montrer aucun remords après le meurtre et aurait même fait preuve de beaucoup de sang-froid. À 7h du matin, 3 heures après les faits, elle envoie ce SMS à Théo alors qu'il gît dans son salon. Merci pour hier soir. C'était vraiment bon. Fais attention sur la route. Selon les enquêteurs, 1 heure plus tard, après avoir dissimulé le corps, elle prend la voiture de Théo et roule sans permis. Elle prend ensuite la route direction Bordeaux à 700 km de là pour rejoindre un certain Philippe, rencontré 1 semaine auparavant par le biais des réseaux sociaux. Elle a loué cette chambre, une love room avec jacuzzi, pour 2 nuits. Mais en fait, elle vit au jour le jour. Je crois qu'on essaye de mettre sur Camille, finalement, une volonté, une préméditation, une projection, des plans qu'elle aurait préétablis. Mais c'est pas du tout ça. On est sur une adolescente de 18 ans qui vit au jour le jour, qui décide en 1 heure, en 2 heures, en 10 minutes d'aller à droite, à gauche ou de faire autre chose. Et c'est ça, une adolescente. Il y a le côté pécuniaire avec ce volet crapuleux postérieur. Et puis la question qui lui est posée, mais pourquoi vous avez autant de petits copains ou de ce que vous appelez copains? Et je vous le fais parce que c'est son expression, elle dit, j'aime le cul. Donc, pointe à la ligne, j'ai le droit d'avoir des relations sexuelles quand je le souhaite, ça c'est son droit. Mais avouez qu'avoir une relation sexuelle juste quelques jours après, quand elle descend à Bordeaux, avec quelqu'un qu'elle connaît depuis le 20 novembre, c'est-à-dire en gros 10 jours, pour une agressée sexuellement, ça semble particulier. Les enquêteurs découvrent aussi qu'en rentrant de Bordeaux, Camille s'arrête à Dijon et dort chez un ex. Elle lui demande de changer les plaques de la voiture de Théo. Le lendemain, elle publie sur son compte Facebook l'avis de recherche de la police nationale concernant le jeune homme. Puis, elle propose à David et Marine son aide pour retrouver Théo. Je l'ai pas vu le mardi soir. Moi, je l'ai vu à partir du moment du matin, sur ça. Franchement, j'ai pas menti. Je l'ai vu le matin partir, c'est tout. Théo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il m'a aidé quand j'étais plus bas que terre. Je suis rentrée vendredi soir chez mon meilleur pote. J'ai pris son moto, j'ai cherché toute la nuit. Il y a rien, il peut pas être bien loin. Enfin, genre, la Franche-Comté, elle est pas grande. Et on va le retrouver. Genre, c'est pas possible autrement, en fait. Genre, c'est impossible de penser l'inverse. Elle voulait retourner la Franche-Comté, quoi. Vraiment... Ah oui, elle donnait carrément sa vie, là, pour le retrouver. Et elle joue bien.
Depuis, Camille est en détention provisoire dans cette prison où elle a pu s'entretenir avec son avocate et avec sa mère. Est-ce qu'elle éprouve des regrets aujourd'hui? Oui. Oui, elle éprouve des regrets. Elle pleure, elle me dit « je peux ça vous livrer », elle fait des cauchemars toutes les nuits. C'est une jeune femme qui a pris conscience, et la raison pour laquelle d'ailleurs elle a reconnu les faits. Pour moi, elle a voulu se défendre. Elle a voulu se défendre et puis ça a été, je pense, un engrenage et puis elle a perdu le contrôle de tout. Camille risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, une peine qui pourrait être atténuée si elle est reconnue victime d'une agression sexuelle.